Bonjour, je m'appelle Mathieu Béliard. Du lundi au vendredi, je présente la matinale sur Europe 1. Je raconte l'actualité en temps réel. Notre signature à Europe 1, c'est écouter le monde changer. Mais on dit parfois que je parle un petit peu trop vite. Alors ici, dans ce podcast original, j'ai envie d'aller plus loin avec vous. Ensemble, on va prendre le temps d'écouter le monde changer. Et on ne sera pas seul pour ça. Je vais recevoir des voix que vous n'entendez pas partout, des femmes, des hommes que j'ai choisis, pas parce qu'ils étaient dans l'actualité immédiate, mais parce qu'ils ont un regard neuf, un regard éclairé et légitime sur les bouleversements qui nous entourent. Un regard neuf, éclairé et légitime, ce trio-là, il me tient vraiment à cœur. Alors pour tout vous dire, aujourd'hui je ne suis pas dans le studio de la matinale. Pour changer de rythme, on va changer de décor. 2 fauteuils confortables, 2 micros, et c'est parti. Bienvenue dans Les Éclaireurs. Mon premier invité, c'est Sébastien Dalgalarondo. Il est sociologue, et quand il est en vacances, il part se réfugier dans une grange, en Ariège. C'est le lieu parfait pour réfléchir à cette question. Pourquoi, depuis quelques années, pourquoi est-ce qu'on a tellement envie de retourner à la nature ? Pourquoi, et encore plus depuis le début de l'épidémie de coronavirus, pourquoi sommes-nous aussi nombreux à rêver de campagne ? Est-ce que c'est bien raisonnable de vouloir redevenir sauvage ? Dans cet épisode, on va parler de survie en forêt, de chasseurs-cueilleurs, de peur aussi, et d'une utopie pas toujours progressiste. Les insectes, c'est l'enfer. Je me suis fait dévorer toute la nuit. J'ai des piqûres sur tout le corps. Ils sont là sur moi et ils se régalent. Eva et Laura ont dormi toute la nuit à même le sol. Et elles en paient le prix. Le lendemain, leur priorité est de trouver un meilleur campement. On est loin de l'eau ? C'est ce que je vise. L'eau pourrait peut-être se trouver par là. Bonjour Sébastien Dalgalarondo. Bonjour. Merci d'être avec nous pour ce premier podcast. Merci pour votre invitation. Votre livre, L'Utopie sauvage, je l'ai dévoré avec l'envie de ces citadins qui s'éloignent parfois un petit peu de la ville, se dire que peut-être un bout de forêt, un bout de campagne, ce serait sympa. C'est un fantasme ou est-ce qu'on peut vraiment se reconnecter ? Alors, on peut se reconnecter. Je pense qu'il suffit de faire une nuit de bivouac à 2000 mètres d'altitude pour se reconnecter et éprouver quelque part dans son corps, d'un point de vue des sensations et des émotions, la peur du noir et l'immensité de la nature. Mais il y a dans ce travail de réappropriation, ce qui nous intéresse, bien sûr, on va pas redevenir un chasseur-cueilleur, on va pas être capable de vivre comme lui, de se balader dans la nature, de se nourrir et de chasser des petits animaux pour avoir ses protéines. Mais par contre, le processus qui nous amène à tenter des choses au quotidien, à faire des petites choses, ça nous intéresse énormément du point de vue sociologique parce que il y a dans ce processus des capacités de dérive, de découverte, d'exploration de soi-même, de son corps. Un des exemples qui nous intéresse, c'est par exemple le fait que lorsqu'on fait de la randonnée, qu'on dort en haute montagne par exemple, pour ceux qui l'ont fait, c'est assez évident, on a un rapport au corps qui est très renouvelé, au même titre que quand on passe une semaine en jeûnant, on écoute son corps. Et cette capacité, cette possibilité d'écouter son corps n'est pas si répandue en fait dans notre vie hyper stressante où on doit aller d'un rendez-vous à l'autre. Vous parlez de maladies civilisationnelles. Alors, c'est pas moi qui en parle, c'est toute une théorisation de notre mal-être contemporain. Là, je m'appuie notamment sur Harari, qui, dans son livre Sapiens, nous décrit un peu comme des êtres handicapés qui souffrent dans cette société, parce qu'en fait, ils seraient prisonniers à la fois génétiquement et d'un point de vue du cerveau, ils seraient prisonniers de l'homme du paléolithique. En fait, notre corps et notre cerveau seraient celui d'un homme du paléolithique, et nous vivrions dans un monde qui n'est pas du tout adapté à ce cerveau et à ce corps. Mais cette émancipation de l'homme vis-à-vis de la nature, c'est pas ça qu'on appelle le progrès ? Alors justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce qu'on nous a souvent décrit comme un progrès, c'était cette capacité à domestiquer la nature.
Et on voit que maintenant, je dirais que les anthropologues ont gagné, enfin certains anthropologues en tout cas, qui ont écrit sur cette quelque part le côté artificiel, cette séparation entre la culture et la nature. Je pense que maintenant ça s'est diffusé auprès d'un très grand public, et on voit bien que maintenant l'idée de dominer la nature, ce serait plutôt l'ambition de s'y lover quelque part, hein, de se réfugier derrière les arbres, voire de les enlacer pour quelque part se soigner dans la forêt. Donc les individus qui se projettent comme ça dans cette utopie sauvage, ils ont l'ambition de se rapprocher, de se réapproprier la nature. Il y a cette idée de réactiver un instinct primaire. Il y a même ce sous-entendu qu'en se rapprochant de la nature, on pourrait retrouver des pouvoirs qui sont en nous et qu'on n'a plus. Oui, alors ça, c'est un discours qui permet d'accrocher un grand nombre de personnes. C'est tout le discours aussi sur notre côté archaïque, comme si on avait un cerveau archaïque. Bon, dans le livre, on ne prend pas ces discours. On en fait la critique. Vous le décrivez. Voilà, on en fait la critique parce que bien sûr, pour des sociologues, parler d'instinct comme ça, on sait que derrière, il y a des choses un peu dangereuses. Mais donc, oui, dans la promesse, il y a l'idée comme ça de redevenir instinctif. Et c'est aussi ceux qui nous inquiètent dans cette promesse. Et on délaisse un peu la rationalité pour laisser parler son corps, laisser parler ses instincts, devenir quelque part authentique. Il y a tout un discours comme ça qui nous effraie un peu. Sur l'extérieur, donc un tapis de sol, tout mon matériel de filtration de l'eau, lampe frontale, dosette de sucre en cas d'hypoglycémie, une gourde pleine, une clé USB avec pièce d'identité, permis de conduire, carte vitale, ordonnance, dossier médical. Elle est complètement étanche et elle résiste à l'écrasement d'un poids lourd. Une scie pliante, une hachette, pelle, trousse de premier secours, une bâche, un sac de couchage et une couverture de survie lourde. C'est des trucs que tu fais souvent, défaire et refaire ton sac ? À peu près une fois par semaine. Quand on attend un bébé, à la fin, on a une valise près de l'entrée, on est prêt à partir pour la maternité. Là, le survivaliste, il est prêt à affronter une armée entière tout seul dans son sac à dos ? Oui, on voit le côté très paranoïaque, mais aussi très ludique. Hein. Les surveillistes, ils s'amusent à se téléphoner apparemment et à se dire ça y est, sois prêt dans 5 minutes. Donc voilà, il y a un vrai jeu. Je pense que c'est des gens qui s'embêtent un petit peu dans leur vie et qui ont besoin de trouver des choses à faire au quotidien qui leur donnent l'impression qu'il va se passer quelque chose, quoi. Voilà. Et donc je pense qu'il y a beaucoup d'ennuis derrière ce survivalisme. Il y a un besoin de se sentir fort aussi, plus puissant. Donc voilà, là, il pense qu'il est super équipé. Bon, je pense qu'il lui manque l'essentiel, sans doute, parce que en situation de survie, on s'aperçoit qu'on a tout le temps oublié quelque chose. Mais j'ai jamais su, moi, s'il valait mieux avoir un camion, être mobile, mais on n'aura plus de carburant, s'il faut avoir un système de filtration d'eau, ou si... ouais. C'est compliqué. Mais l'idée du survivaliste, c'est que si une fin du monde arrive, je vais me retrouver seul contre tous. C'est extrêmement individualiste, c'est pour ça que pour nous, ça ne fait pas société tout ça. Hein. C'est de la gestion de crise, mais ça ne nous intéresse pas énormément pour construire une société, la société à venir. S'imaginer dans la forêt, cueillir des plantes, glaner peut-être, jeûner aussi. Est-ce que c'est de la vie ou est-ce que c'est de la survie ? Alors, la survie, c'est pas la vie. Hein. Ça, c'est clair. Je pense qu'il suffit de lire l'histoire de Robinson. Mais pendant qu'on joue à la survie, c'est l'occasion d'apprendre énormément de choses. Et évidemment, puisque quand on est dans une situation critique, on se rend compte qu'on n'a pratiquement aucune compétence, on n'est pas du tout outillé pour survivre, puisqu'on est tout le temps, on nous apporte un verre d'eau, on nous sert le café, on va manger à la cantine. On se pose jamais plein de questions. Et là, avec le Covid, on s'est aperçu que la logistique alimentaire était extrêmement fragile et que peut-être on pourrait rapidement avoir besoin de ces compétences. Et ce discours de survie est à la fois un moyen d'attirer beaucoup de monde, mais c'est aussi, là aussi, il y a des relents très réactionnaires, bien sûr. Je dirais que pour un survivaliste, il faut être prosélyte même avant l'effondrement, parce que tous ceux qui ne seront pas capables de vivre avec vous dans les bois seront des ennemis, parce qu'ils viendront manger vos plantes. Vous voyez, la paranoïa qu'il peut y avoir derrière, c'est assez effrayant. Ouais. On laisse le temps à la braise, il y a de quoi se consumer. Je transfère ma braise. Ça, c'est un moment essentiel. J'active un peu. Soufflez! Incroyable! Marc a obtenu une flamme en à peine 2 minutes.
C'est le record de Koh-Lanta. Pour Marco et Fifi. Vous savez faire du feu ou pas vous? Alors on a essayé, on s'est bien amusé, on n'y est jamais arrivé, hein, donc je sais faire du feu avec un briquet, effectivement. Ouais. Oui, on a du bois, du petit bois, des feuilles mortes, mais on a quand même un petit allume-feu. Non mais il y a quelque chose dans le feu, je sais pas, vous l'avez tous vécu, on l'a tous vécu, il suffit de se mettre devant un feu de camp à la montagne et les discussions s'arrêtent et on regarde le feu, comme si on était hypnotisé, comme si c'était une télévision quelque part, mais c'est la télévision originelle, celle qui fait taire tout le foyer, parce qu'en regardant le feu, on a assez de choses à faire en fait. Et en même temps, lorsqu'on regarde ce feu, on se dit, mais en fait, ce feu-là, il est pas présent dans ma vie, à part pour ceux qui ont la chance d'avoir une cheminée, mais il a disparu de ma vie alors qu'il est extrêmement réconfortant. Et donc, cette expérience du feu que j'ai notamment vécu une fois de manière très symbolique sur les hauts plateaux d'Éthiopie, et que je raconte sans cesse parce que je trouve que c'était une expérience formidable. Voilà, faire un feu là-haut, au milieu des Éthiopiens, sans comprendre ce qu'ils disaient, ils chuchotaient autour de ce feu, et j'avais l'impression de retrouver une part de moi-même. Ouais, donc on est bien dans ce rapport entre l'objet qu'on regarde et notre nature qu'on tente de retrouver. Alors je voulais jouer avec vous, Sébastien. Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de me dire ce que c'est que cette fleur? Ouais, ça doit être de la carotte sauvage. Ah, c'était le piège. Ça pourrait être la ciguë. Exactement, exactement. Il faut apprendre quand même. La nature, on a l'impression que la nature est bienveillante. Il faut s'adapter quand même. Oui, bien sûr. C'est là aussi tout l'intérêt du sauvage, c'est que le sauvage, il n'est pas anodin. Hein. Dans le sauvage, il y a des virus. Dans le sauvage, il y a des animaux. Dans le sauvage, il y a des plantes dangereuses. Mais ça aussi, ce côté inconfortable du sauvage est intéressant parce qu'on sort un petit peu de nos routines. On a besoin quelque part d'être un peu plus performant, de s'intéresser vraiment. Donc, faire un stage, c'est bien, mais on s'aperçoit rapidement qu'il faut il faut peut-être acheter des livres, il faut peut-être intégrer des notions de botanique. Voilà, et ça aussi, c'est un enrichissement. S'enrichir comme ça, c'est au contact de la nature, c'est très vertueux, je trouve. Alors la cueillette, ça nous amène aussi au glanage et c'est passionnant cette partie de votre travail parce que vous expliquez que le glanage, ramasser les fruits et légumes invendus à la sortie d'un marché, piocher dans les champs, c'était associé à de la misère. Aujourd'hui, c'est un acte politique. Oui, c'est ça qui est très intéressant. Et là, moi j'ai 50 ans, donc je pense que les générations à venir vont nous demander de nouvelles choses. C'est-à-dire cette idée de se réapproprier aussi ce qui avant était des déchets. Hein. On voit, il y a toute une cuisine d'épluchures, il y a c'est tout ce mouvement de récupération dans les poubelles du supermarché qui est plus une manifestation symbolique qu'une manière de vivre, bien sûr. Mais il y a même l'idée derrière de se renforcer ses défenses immunitaires en mangeant des produits avariés. Donc on voit bien ici qu'on est dans un changement de paradigme total. Moi je suis un enfant des années 70 où il fallait la sécurité, la propreté, les plats surgelés, les couteaux électriques pour découper le rôti. Et puis maintenant on est dans le magnifique couteau japonais qui dure toute une vie, voire des générations entières. Voilà, on vit un véritable changement. Et je pense que les générations qui arrivent sont vraiment très différentes de nous. Il y a l'idée très répandu dans plein d'autres domaines, du c'était mieux avant. Alors le c'était mieux avant, oui, c'est ce discours-là nous dérange un peu. Donc, on le traite dans le livre en prenant la question du genre, c'est-à-dire le rapport entre le féminin et le masculin. Et c'est vrai que dans ce discours du retour à la terre, du retour aux racines, de la réappropriation des sols, il y a tout un discours masculiniste, machiste, qui quelque part renvoie les femmes à la popote et elle ferait pousser les plantes aromatiques et puis l'homme serait censé être le guerrier, celui qui va défendre le camp, qui va bâtir voilà. Donc cette essentialisation en fait de l'homme et de la femme dans ces discours de retour à la terre, on essaye d'alerter le lecteur, hein, c'est pas un livre de sociologie qui donne des leçons, mais au moins on est très critique par rapport à ça, donc on essaye de remettre les choses à leur place un petit peu. Oui. On perdrait, en allant au bout de cette philosophie, on perdrait notre libre arbitre. Il y a cette idée qu'on a un rôle à jouer, des capacités, qu'on est là pour quelque chose et on perd notre liberté.
tel que le décrivent certains, survivalistes, oui, c'est-à-dire que quand on est dans la peur de l'ennemi, quand on est seul contre tous, on réfléchit plus beaucoup, hein, on agit. Donc, je pense pas que ce soit un modèle de société. Pour nous, ce qui nous intéresse, pour des sociologues, c'est quand même comment la société gère les plus fragiles, les dominés, les discriminés. Donc, dans ce modèle de survivalisme, on voit bien que c'est seul celui qui est suradapté va survivre. Donc, pour nous, c'est pas vraiment un modèle de société. Non. Qu'est-ce que je vous montre là, Sébastien ? Alors là, c'est la rentrée scolaire et ce sont des enfants qui sont peut-être en classe verte, je dirais. En classe dans la nature, on veut le développer. C'est le Covid qui nous pousse à mettre les enfants dehors parce qu'on attrape moins le virus à l'extérieur. Au Danemark, il y a déjà des cours, des classes dans la forêt. Au Danemark, en Allemagne, et dans pas mal de pays, il y a des politiques publiques qui permettent d'accompagner justement les écoles vertes, les écoles dans la forêt. Alors c'est pas des sorties d'un jour par semaine, hein, c'est vraiment faire passer les moins de 7 ans, leur faire passer la majorité de leur temps en dehors. Personnellement, j'en aurais rêvé pour ma fille, mais ma fille, elle est à Bagnolet, elle a un petit potager au fond de son école, mais aucune ambition de la reconnecter à la nature. Donc là, pour le coup, nous sommes très critiques par rapport au système éducatif français qui ne donne pas l'impression de s'intéresser à cette question, alors que je pense que mettre les enfants dans la nature, c'est bien sûr leur procurer du bien-être au quotidien, mais c'est aussi les éduquer à la protection de cette nature. Il y a un double effet qui se coule. Là, on nourrit le bien-être et on nourrit on forge le futur, quoi. Donc, on ne peut que regretter que la France soit très, très, très en retard de ce point de vue-là. Vous dites penser arbre, penser forêt, c'est penser long terme. Voilà, et donc c'est là que si on reparle des politiques publiques, je pense que le politique, il est mal en point par rapport aux enjeux climatiques, parce que le politique, il réfléchit à court terme, il réfléchit à 5 ans pour un président, et un arbre en 5 ans, c'est rien, on ne sait même pas s'il va continuer à vivre, et il s'enracine. Donc là, on voit bien qu'il y a un hiatus entre la politique et l'arbre. Donc l'arbre, de ce point de vue-là, est très symbolique, puisqu'il nous oblige à penser en génération. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a des ponts qui sont faits avec des arbres dans le nord de l'Inde. Et donc, ces villages construisent des ponts avec des arbres, des ficus là, qu'ils entremêlent. Et plus il vieillit, le pont, plus il est solide. Et bien sûr, quand on construit un pont comme ça, on ne le construit pas pour soi-même. On le construit pour la génération à venir. C'est une belle métaphore de ce que nous sommes, je pense, incapables de faire dans nos sociétés. On n'y arrive pas, on construit pour des immeubles, on a l'impression qu'au bout de 40 ans, il va falloir les détruire et les reconstruire. Aucune implantation d'arbres autour. Alors, l'avantage de se rapprocher de la forêt et de l'arbre, notamment, c'est aussi de se rendre compte que il faut réfléchir sur le long terme, et il faudrait arriver à imposer aux politiques cette réflexion sur le long terme. Et donc là, je pense qu'au-delà du débat d'idées d'en haut, là, il faut, je pense, demander aux individus d'agir par le bas, de solliciter leur maire. Quand je suis allé en Estonie, par exemple, il y avait une politique qui disait que si on coupait un arbre, il fallait en planter 2. Voilà. Bon, j'avais trouvé ça une bonne politique publique. À un moment, on avait pensé à appeler les livres « Ensauvageons-nous ». Au final, ça s'appelle l'utopie sauvage. Mais c'est vrai qu'on arrive à un moment, la publication arrive à un moment où l'ensauvagement est beaucoup évoqué dans les médias à travers, bien sûr, ce prisme de la barbarie, de l'extrême violence, et ce discours quelque part un peu réactionnaire d'extrême droite qui s'évertue à décrire ceux qui agissent avec ceux qui produisent cette extrême droite comme des sauvages. Bon, je pense que c'est une très mauvaise manière de décrire la situation, mais par contre, ça révèle tout ce qu'il peut y avoir d'intéressant dans cette notion d'ensauvagement. C'est-à-dire qu'il y a aussi, c'est pour ça qu'on est critique dans le livre, dans cette dynamique d'ensauvagement, il y a tout ce discours réactionnaire sur l'autre, l'ennemi, le monstre, l'altérité. Vous dites quoi à votre lecteur, du coup, parce que c'est le hasard qui a voulu que je lise votre livre à ce moment-là, et en même temps, je voyais le mot ensauvagement utilisé de manière parfaitement différente. Il y a quand même cette idée que la nature, elle est belle, elle est douce, elle est accueillante, mais que le sauvage, c'est quelque chose de dangereux, d'hostile.
Oui, il faut pas... C'est pas les liés aux enfants, hein. Le sauvage, c'est aussi les virus, c'est aussi le Covid. Voilà, plus on va aller au cœur des forêts, plus on va trouver des virus. Donc le sauvage, c'est pas juste une petite balade au milieu des arbres. Hein. Ça, c'est un sauvage domestiqué déjà. Donc le sauvage, oui, c'est dangereux. Et derrière le sauvage, il peut y avoir des discours très très réactionnaires. Il peut y avoir plein de choses des discours nauséabonds qu'on essaye de décrire aussi, des remises en cause d'acquis sociaux. Donc il faut le prendre au sérieux, puis surtout il faut se le réapproprier. Il faut pas laisser l'ensauvagement au discours de l'extrême droite. Il faut parler d'ensauvagement, un ensauvagement qui nous paraît être dans le bon sens de l'histoire. Certains en ce monde partent en quête d'aventure. Christopher McCandless était parti en quête de lui-même. Une fois qu'on est perdu loin de tout, on fait quoi, dis-moi, on fait quoi loin de tout? On vit, tout simplement. On arrive au terme de cet épisode, Sébastien Dalgala-Rondo. C'est plus facile de changer le monde ou de se changer soi-même? Je pense que le projet de ce livre part d'un constat, c'est-à-dire que les sociologues sont plus beaucoup lus, plus beaucoup entendus. Ils avaient l'habitude de passer par le haut du débat, auprès des d'alimenter le haut débat, le beau débat, le débat des érudits, des intellectuels. Et notre ambition, par ce livre, c'est de toucher un large public, le grand public. Le grand public, parce qu'il nous semble que justement, une des manières de faire de la politique, c'est de le faire au quotidien, de se bouger, de prendre des initiatives, de se lancer dans des processus, d'explorer et de revendiquer après. Vous dites là à tout un chacun de tenter le coup, peut-être le jeûne, peut-être la cueillette, peut-être la grange à la campagne. Je leur dis, nous sommes beaucoup à tâtonner. Tâtonnez vous aussi. Peut-être que ce livre vous permettra de vous accompagner dans ce tâtonnement parce qu'il est critique, donc il permet aussi de révéler certaines dimensions un peu dangereuses, je dirais, de ce discours-là. Mais oui, ensauvageons-nous, oui, clairement. Sébastien Dalgala-Rondo, merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Dans la forêt. Peut-être dans la forêt, effectivement. Vous venez d'écouter Les Éclaireurs, épisode 1, avec le sociologue Sébastien Dalgala-Rondo. Son dernier livre s'appelle L'Utopie sauvage, écrit avec Tristan Fournier, et c'est aux éditions Les Arènes. Les Éclaireurs est un podcast Europe 1 Studio, avec Marina Pruzès à la programmation, Fanny Rascle à la production et Jean Lénaf à la réalisation. Pour écouter l'épisode 2, c'est tout simple. Vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast et toutes les plateformes d'écoute habituelles. On se retrouve dans une semaine avec un nouvel invité pour prendre le temps d'écouter le monde changer.